Il est 20h11, c'est déjà très agité en studio. Olivier d'Artigol vient de rentrer. Bonsoir Olivier d'Artigol. Et Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Pour tout vous dire, chers auditeurs, nous étions en train de parler de restaurants. Voilà. Thaïlandais. Voilà, exactement. Et Mohamed Sifawi, qui est dans ce studio, journaliste, politologue, auteur de l'ouvrage Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour. Un ouvrage que j'ai ici même dans mes mains. Évidemment, on va parler du Hezbollah. Mohamed Sifawi, je voudrais d'abord vous faire réagir à l'actualité. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu et entendu parler de cette affaire hallucinante. L'enlèvement d'un influenceur algérien, ça s'est passé il y a un an, séquestré, ça a duré 27 heures. Cet homme qui était menacé parce qu'il est contre, il se prononce contre les autorités algériennes. Est-ce que vous êtes surpris, Mohamed Sifawi, de cette affaire? C'est très grave quand même, parce que c'est une affaire d'ingérence. C'est très grave, mais il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les services algériens tentent d'intimider, voire de harceler, voire, dans le cas d'espèces, il y avait plutôt une tentative d'assassinat, me semble-t-il. Le régime algérien a déjà assassiné un opposant à Paris en 1987. C'était un avocat, il s'appelle Ali Messili, il a été tué à Paris, boulevard Saint-Germain. Et le régime algérien, pendant la guerre civile, entre les années 90 et par la suite, évidemment, durant les années 2000, s'était quelque peu calmé. Et visiblement, il y a une attitude qui est en train de regagner les esprits des dirigeants algériens, c'est se sentir autorisé d'aller se projeter, y compris sur le territoire français, pour je dirais, menacer, comme je l'ai dit, harceler des opposants. Mais les relations étaient en train de se réchauffer, je mets des guillemets, je mime des guillemets, en train de se réchauffer avec Alger. Cette affaire, risque quand même de mettre un petit coup. Enfin, se réchauffer, moi j'ai vu des déclarations françaises qui voulaient laisser croire que les relations se réchauffaient. Je n'ai pas vu... Vous n'y croyez pas 2 secondes, Mohamed Sifawi? Non, c'est pas que je ne crois pas. Je constate que les Algériens n'ont pas fait preuve de bonne volonté, ni avant la visite du ministre des Affaires étrangères qui a été froidement accueilli, faut-il le rappeler. À sa descente d'avion, il y avait un sous-fifre qui l'attendait. Il n'a pas été accueilli comme... Oui, c'est une forme d'humiliation. Enfin, c'est un petit message. Il n'a pas été accueilli comme doit être accueilli le chef de la diplomatie d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux dire, à un moment donné, si c'était le chef de la diplomatie chinoise, américaine ou britannique, je peux vous assurer qu'il aurait été accueilli différemment. Donc, le régime algérien, encore une fois, est dans une attitude qui ne changera pas. Il n'y a que les naïfs, parce que je crois qu'en France, je l'observe malheureusement, y compris chez les dirigeants, ils n'arrivent pas à percer le mystère de la mentalité des dirigeants algériens, qui est assez spécieuse, qui est assez tordue. Et je sais que mes propos peuvent paraître excessifs, mais je puis vous assurer qu'ils ne sont pas excessifs. Je connais parfaitement ce régime, la mentalité qui l'anime, ses méthodes. Ces méthodes de voyous. Vous avez été menacé, vous, Mohamed Sifawi, ou pas? J'ai été menacé, j'ai été harcelé à plusieurs reprises, sauf que, vous savez, moi j'ai toujours été clair avec eux, j'ai accepté le rapport de force. Ça fait 26 ans que j'ai pas remis les pieds en Algérie. Je sais pourquoi j'ai pas remis les pieds en Algérie, parce que d'abord je leur fais pas confiance, et parce que je ne veux pas céder un iota de ma liberté. Je veux que ma liberté de parole soit entière, que ma liberté de mouvement, d'écriture, de réflexion, d'opinion, de conscience. Je n'ai jamais permis à personne de la réduire, de réduire mon champ d'expression, encore moins un régime autoritaire comme celui-ci. Il n'y a que la justice qui peut arrêter ou qui peut, je dirais, cadrer mon expression et ma conscience. Mais personne d'autre. Et encore. Et donc, ce régime est un régime, encore une fois, contre lequel il faut opérer un rapport de force. Tant qu'on n'opérera pas de rapport de force, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'Emmanuel Macron, dessus. Je ne veux pas jeter l'anathème sur le président de la République, mais je crois que Emmanuel Macron ne comprend pas la réalité de ce régime. Il ne veut pas le comprendre, peut-être. Je pense qu'il ne le comprend pas. Je sonde pas les cœurs, mais je pense qu'il ne le comprend pas. Parce qu'il y a un raisonnement qui est cartésien, rationnel. Il pense que c'est un régime qui raisonne de façon rationnelle. Or, c'est un régime qui ne raisonne pas de façon rationnelle. C'est un régime, encore une fois, qui est qui est manipulateur et avec lequel il faut avoir un rapport de force. Raphaël Steinville. Oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose de rafraîchissant à écouter Mohamed Sifawi, c'est que on comprend qu'en fait
il y a quelque chose de tribal chez vous. Lorsque vous racontez ce rapport de force entre la France et l'Algérie, il y a quelque chose qui est pas de l'ordre de la tactique. Vous êtes dans la vérité. Vous voulez défendre quelque chose et au-delà des contingences, des rapports de force politiques et peu importe ce qui peut advenir. Et en fait, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre avantage, et honnêtement, on en est admiratif. On sait à quel point vous avez pu risquer déjà votre vie à dire un certain nombre de choses. Effectivement, je pense qu'il y a un décalage entre la manière dont le pouvoir politique aujourd'hui dit des choses et la manière dont les choses sont vécues, et sur le terrain, et même dont les effets politiques, et on le voit, sont quasiment nuls en France sur les sujets qui nous intéressent, en l'occurrence la libération de Boualem Sansal, qui n'avance pas. Mais non, mais ça c'est intéressant. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, c'est peut-être très naïf la question que je vais poser, mais quand même je la pose. Est-ce que vous pensez que cette affaire d'enlèvement, de séquestration sur le sol français, ça peut peut-être aider Boualem Sansal à sortir de la situation dans laquelle il se trouve? C'est-à-dire que les Algériens, les autorités algériennes vont se retrouver dans une situation délicate vis-à-vis de la France. Il va falloir faire un geste. D'abord, je crois qu'il faut cadrer le propos, et moi j'y tiens. J'entends beaucoup de personnes, y compris les autorités françaises, parler de la libération de Boualem Sansal parce qu'il est vieux, parce qu'il est malade. Non, Boualem Sansal doit quitter sa détention, sa prison, parce qu'il est innocent et parce qu'il est arbitrairement détenu. Ça, il faut redire les choses. C'est pas un geste humanitaire qui est demandé ou parce qu'il serait coupable. Il n'est coupable de rien. Ce qui est demandé, c'est que le droit puisse jouer et s'appliquer son tout effet et simplement s'appliquer en sur faveur une de personne Boualem qui est Sansal. injustement détenue, d'une part. D'autre part, moi je n'accepterai jamais, en tant que commentateur, que l'Algérie soit humiliée. Et je n'accepterai pas que la France le soit non plus. Donc, la chose est simple, c'est que j'appelle à ce qu'il y ait une relation d'égal à égal, comme ça a été dit officiellement, entre deux États souverains. Il se trouve aujourd'hui que le régime algérien est un régime illégitime qui a mis la main sur les attributs de la souveraineté pour faire de l'Algérie une propriété privée. Et leur vocation, c'est la captation de la rente. Et évidemment, la captation de la rente pour la répartir selon leur bon vouloir, avec de surcroît l'instrumentalisation de la mémoire et évidemment du passé qui lie l'Algérie à la France. Je trouve ça insupportable parce que dans cette histoire, il y a quand même des otages, des populations qui se comptent par millions, d'abord de binationaux, ensuite des Algériens qui ont fait le choix de vivre en France et de sceller leur avenir avec ce pays. Je trouve anormal, malsain, inacceptable que ce pouvoir algérien essaye de prendre en otage cette diaspora, qu'il tente de l'instrumentaliser, de la manipuler. C'est pour ça que j'appelle les Algériens et les Franco-Algériens d'être extrêmement vigilants. Il ne faut pas qu'ils soient les dindons de la farce. Moi, je veux défendre le droit et je veux défendre la justesse et la justice. Et aujourd'hui, le pouvoir algérien ment, manipule, encore une fois, non pas pour servir les intérêts de l'Algérie ou du peuple algérien, mais pour servir les intérêts d'une petite caste. Bien sûr, encore une fois. Olivier d'Artigol. Il ne faut pas oublier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire en politique, que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron débute avec la volonté d'un accord privilégié, prioritaire avec l'Algérie. Il y a eu une volte-face après avec une alliance avec le Maroc, la prise de position de la France sur le Sahara occidental. Ce que je ne vois pas bien aujourd'hui, on a tous pensé qu'il y avait une diplomatie souterraine pouvant amener à la libération de Sansal pour les raisons que vous avez indiquées, pas pour des raisons humanitaires. Je suis totalement d'accord avec vous. Et que la méthode Retailleau, disons, un peu plus musclée, devait être mise un peu sur le côté pour donner sa chance à une voie diplomatique et politique. Sauf que notre ministre des Affaires étrangères a fait l'aller-retour sans rien. Et que le pouvoir algérien continue, j'ai envie de dire... Avec un communiqué, pardon, Olivier d'Artigol, c'était formidable, ça c'est tellement bien... Ah si, oui, le communiqué de Jean-Noël Barrot, pardon, excusez-moi, l'impression que c'était formidable, que tout était arrangé. Le communiqué, mais sans le début de commencement d'une sortie de crise. correctement. Voilà.
Donc, on peut se demander si le pouvoir algérien n'est toujours pas en train de jouer quelque chose d'extrêmement malsain, de cynique de cette situation-là, avec quand même en effet un élément supplémentaire, c'est cette affaire d'enlèvement. Ça s'est accéléré grâce au parquet national antiterroriste, mais avec une affaire qui très certainement, si la presse fait son travail, il faut qu'elle le fasse, aura une dimension dans les prochains jours d'une toute autre grandeur. Mais évidemment, des problèmes d'ingérence, Mohamed Sifaoui. C'est une affaire d'État. C'est une affaire, c'est une grosse affaire d'État. C'est pas juste une petite affaire. C'est pas un incident. C'est pas des barbouzes. Il y a quelques semaines, j'avais fait une enquête dans le Figaro Magazine où j'avais recueilli le témoignage d'une source française assez importante qui m'a dit, et je l'ai cité, on n'a jamais vu un activisme des services algériens sur le territoire français comme ces dernières années. C'est-à-dire un activisme totalement débridé, décomplexé. Mais comment peut-on laisser faire ça, Mohamed Sifaoui ? Parce que justement, c'est quand même incroyable, on a souffert. Les relations entre la France et l'Algérie sont des relations malsaines, ne sont pas des relations d'État à État, c'est une relation de complicité entre une démocratie, en l'occurrence la France, et un régime de voyous. Quand vous rentrez dans ce type de relation, eh ben vous avez tout le reste. Parce que s'ils agissent ainsi, vous pensez bien que les Algériens ne vont pas... Enfin, encore une fois, je fais le distinguo entre le peuple algérien et le régime algérien. Pensez bien que le régime algérien n'agirait jamais comme ça sur le territoire américain. Parce qu'il y aurait une autre réaction. Vous pensez bien qu'il n'agirait jamais comme ça sur le territoire chinois. Il n'agirait jamais comme ça sur le territoire russe. Ils le font en France et en France uniquement. Pourquoi ? Parce que pendant des années, et vous savez, y compris quand la droite, la plus dure, était au pouvoir, quand j'ai parlé en 1987 de l'assassinat de l'avocat algérien opposant Ali Missili, son assassin a été arrêté le lendemain. À l'époque, Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur et il a été mis dans un avion le lendemain pour être envoyé à ses commanditaires, où il a toujours coulé des jours heureux. Incroyable. Il s'appelle Amelou et c'est quelqu'un qui a toujours vécu libre au vu et au su de tous. La justice française n'a jamais pu remettre la main sur cet individu qui est toujours à Alger, vivant. Et la famille d'Ali Missili n'a jamais pu avoir réparation ni justice. Cela s'est fait parce qu'il y a eu, encore une fois, une complicité de la part de la France. Au même titre que Ben Barka, marocain, opposant marocain à l'époque au roi Hassan II, a été enlevé par la barbouzerie, enlevé à Paris. Il a été tué à Paris, où il a été, en tout cas, soit tué à Paris, on ne le saura jamais, et emmené au Maroc. Il y a eu plusieurs scénarios, cas. Et cela s'est fait, encore une fois, on le sait aujourd'hui, avec la complicité de la France. Donc, la France, ce n'est pas la première fois. Alors, autant cela pouvait s'expliquer lorsque les indépendances étaient encore récentes, lorsque tout ça était encore frais. Je suis désolé, en 2025, ce n'est plus acceptable d'avoir des relations de complicité avec le régime algérien. Et à ce titre, je tiens à saluer le travail qui est effectué par le parquet national antiterroriste. J'espère que cette affaire ira jusqu'au bout, que tous les protagonistes seront identifiés. J'y crois. Mohamed Sifaoui, est-ce que cette fois-ci, vous croyez que le parquet... Moi, la justice française, j'ai toujours cru, même si c'est aujourd'hui, il est bien commode de l'attaquer. C'est une institution à laquelle j'ai toujours cru. La justice est une institution à laquelle j'ai toujours cru. Comme je crois aussi dans le travail qui est effectué par les enquêteurs, par les policiers et par la DGSI. Mais vous avez raison de dire que c'est une affaire d'État, non, Raphaël Steinville ? Ça va devenir une affaire d'État. Bien évidemment que tout le monde suit les prémices, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Non, mais Mohamed Sifaoui dit dans quelques jours, ça va prendre, ou Olivier d'Artigol, ça va prendre des proportions, peut-être dont on... Mais à raison. Qu'on ignore. À raison, enfin, en tout cas, lorsque l'on connaît un petit peu et qu'on a pu suivre ces dernières années la manière dont ces affaires ont pu évoluer, on pressent à quel point, effectivement, ça peut être une affaire non pas algérienne, une affaire française, mais une affaire qui concerne nos deux pays et probablement avec des ressorts qui peuvent impacter un certain nombre de nos services. Mais il faut effectivement que la vérité soit faite.
Il Ouais. faut, et Et personne. je finirai juste. Ouais. La Mohamed personne Sifa, qui a oui. été arrêtée est un agent consulaire officiellement. Mais oui, avec bien un- sûr. Donc ça va être Avec, compliqué, ça aussi, c'est un à agent gérer, consulaire. ça. Je ne sais pas s'il a l'immunité diplomatique, mais c'est un militaire qui est un membre des services de renseignement. Non, il n'a pas son- d'immunité diplomatique, mais il a un passeport, vous savez, spécial. Il n'a pas un passeport diplomatique, il a un passeport technique et un Oui. passeport de mission. Mais il y a une autre personne qui était consul adjoint, vice-consul. Et les vice-consuls, c'est un poste qui est réservé aux services de renseignement. D'une direction d'un des services de renseignement algériens qui s'appelle la DGDSE, la Direction Générale, la Documentation Extérieure. Donc, cette direction a envoyé visiblement un individu ici, qui est lieutenant-colonel ou commandant, et qui avait pour mission, manifestement, parce que ce ne sont pas des initiatives personnelles, qui avaient pour mission, encore une fois, de liquider un influenceur, un blogueur C'est incroyable. algérien sur le Mais c'est territoire incroyable. national. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à peser. Et cet individu, c'est-à-dire ce vice-consul qui était en poste en France, a été exfiltré de France il y a de cela quelques mois pour rentrer en Algérie précipitamment parce que l'enquête justement avançait. Comme vous l'avez si bien rappelé, cette affaire a eu lieu en avril 2024. Donc ça fait un an. an, Et c'est il y a une incroyable. dimension, c'est-à-dire Olivier que ce D'Artigol. blogueur influenceur qui obtient l'asile politique en 2023 mène donc un combat, à juste titre, contre le pouvoir algérien, notamment dans sa dimension de pouvoir corrompu, notamment concernant directement Tebboune et son entourage. Donc il faut bien dire que le pouvoir algérien a voulu régler son compte sur le territoire français, Bien qu'une sûr, bien puissance sûr. étrangère a voulu régler son compte à un opposant qui faisait son travail, j'ai envie de dire, de lanceur d'alerte. Et la responsabilité du président algérien est engagée. Ouais. Mais c'est dans très cette grave. affaire. Il faut le dire. Oui. La responsabilité directe d'Abdelmajid Tebboune pour qu'on vienne pas nous vendre une autre histoire de petites barbouzeries à la petite semaine, de gens qui auraient pris l'initiative. On prend pas d'initiative, même dans le monde des voyous, je dirais, quand il y a des commanditaires politiques, sauf si il y a une chaîne de transmission et de commandement qui a donné l'ordre d'agir contre cette personne. Et de ce point de vue-là, moi, vous savez, je suis d'origine algérienne et je discute beaucoup avec les opposants algériens de plusieurs obédiences, sauf les islamistes. Et pour avoir discuté avec les uns et les autres, je peux vous assurer, c'est un sentiment que je n'ai jamais perçu. Aujourd'hui, les gens en France ont peur. C'est-à-dire, cette affaire a réussi à faire peur à un certain nombre d'opposants algériens ou de franco-algériens qui sont opposants. Et c'est un fait inédit. Bon, personnellement, je suis sous protection policière en raison des menaces islamistes, mais il y a plusieurs personnes qui sont dans une attitude de dénonciation à juste titre de ce qu'est le régime algérien. Et ces personnes ont été harcelées, ont reçu des messages. Et aujourd'hui, ces personnes... Après, il y a un scénario qui existe, c'est que le pouvoir en France ne fasse pas grand cas de ce scandale d'État pour essayer de sauver Boualem Sansal. Ça peut exister, ça aussi. Ouais. Bon. Mais ça, je ne vais pas spéculer, mais encore une fois, c'est un régime retors qui est capable de tout. Voilà. Vous restez avec nous, Mohamed Sifa. Oui, évidemment, on va parler de votre livre Hezbollah de Beyrouth à Paris. La ministre prépare son retour. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez voulu écrire, parce que vous avez déjà écrit un livre sur le Hamas. Là, c'est la suite, d'une certaine façon. Et vous nous direz aussi ce que vous pensez d'Emmanuel Macron qui veut la reconnaissance de l'État palestinien, là, pour le mois de juin. Je vous vois réagir. Il est 20h30 sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. Le journal permanent, Stéphanie Demuru. La volte-face de Donald Trump sur les droits de douane montre qu'il y a un espace de négociation, mais il ne faut pas crier victoire, estime le ministre de l'économie dans un entretien à nos confrères de Ouest France au lendemain de l'annonce de la suspension des droits de douane pour 90 jours. Éric Lombard met également en garde contre le risque d'une explosion des exportations chinoises. Un peu plus tôt dans la journée, les États-Unis ont annoncé exempter les smartphones et les ordinateurs des récentes surtaxes imposées à la Chine.
Chine à hauteur de 145% actuellement. La Maison-Blanche parle ce soir d'un pas en avant et de très positives et constructives discussions. Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien ont débuté aujourd'hui à Oman. Les premiers du genre depuis 2018 lorsque Donald Trump s'était retiré de l'accord de Vienne. Des discussions indirectes aux enjeux considérables après la menace américaine de recourir à une opération militaire en l'absence d'accord. Et puis en France, on est toujours sans nouvelles de la joggeuse de 28 ans disparue dans la Vienne depuis plus de 48 heures maintenant. Les nouveaux ratissages effectués aujourd'hui n'ont rien donné. Agathe, c'est son prénom, était partie courir jeudi après-midi depuis le domicile de ses parents à Vivonne, à 20 km au sud de Poitiers. D'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver la jeune femme qui avait rendu public sur les réseaux sociaux son combat contre l'anorexie. Une enquête pour disparition inquiétante a donc été ouverte et près d'une dizaine d'auditions de témoins et de proches ont été réalisées. Et puis on termine par du sport, une bonne nouvelle en rugby. Les Françaises poursuivent leur sans faute dans le tournoi des 6 nations féminins. Après avoir déjà battu l'Irlande et l'Écosse, elles l'ont facilement emporté cet après-midi face au Pays de Galles, 42-12. Ça fait plaisir certainement aux Palois ici présents, n'est-ce pas ? Totalement. Voilà. Je savais que ça week-end. vous ferait plaisir, je l'ai écrit pour vous. C'est gentil. Olivier. Belle attention. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Merci. À tout à Tout à l'heure. l'heure. Il est 20h32. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Mohamed Sifaoui, vous venez de rédiger ce livre qui sortira mercredi, je crois. Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour. On y apprend des choses passionnantes dans ce livre. Pardon, mais parfois qui font froid dans le dos. Le Hezbollah a des ramifications partout. C'est ce que vous dites dans ce livre, la milice chiite, y compris en France, y compris dans nos administrations. Il faudrait que vous expliquiez ça peut-être aux auditeurs d'Europe 1. En fait, la milice a construit, un système. Donc c'est plus qu'une organisation. Le Hezbollah fait système. C'est pas uniquement un État dans l'État libanais. C'est véritablement un système qui a infiltré à la fois l'État libanais, qui est devenu d'une certaine façon l'État libanais, mais aussi c'est un système qui a infiltré la diaspora libanaise. C'est un sujet qui a été longtemps tabou. C'est une thématique que je suis depuis de nombreuses années, une vingtaine d'années à peu près, quand j'ai découvert la présence de membres du Hezbollah et les activités de membres du Hezbollah en France. Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Et évidemment, quand j'ai commencé à faire mon enquête à l'issue des attentats terribles du 7 octobre 2023 en Israël, je me suis dit, pour bien expliquer les choses, il faut absolument raconter à la fois ce qu'est le Hamas, et ce qu'est à un degré moindre le djihad islamique, mais aussi ce qu'est le Hezbollah. Aujourd'hui, on parle de l'Iran. On ne peut pas comprendre le régime iranien si on ne comprend pas le fonctionnement de l'ensemble de ses proxys. Et de ce point de vue, le Hamas est l'un des proxys. Le Hezbollah en est le plus important. Avec les Houthis, les milices chiites en Irak et en Syrie, France, etc. si on ramène ça à la France, l'Hezbollah serait bien infiltré chez nous dans les services publics. Sur les aspects logistiques, oui. Les dans les propagandistes, médias publics. Dans les médias. J'ai rappelé par exemple qu'un ancien journaliste de France 24 s'est retrouvé ministre dans le gouvernement libanais avec le mouvement Amal, allié du Hezbollah. Que des gens dans des médias publics en France ont salué le Hezbollah à plusieurs reprises, que les services français ont évidemment identifié un certain nombre d'agents d'influence, pas seulement libanais, y compris des Français qui ont des liens avec le Hezbollah. Ça peut être des liens y compris financiers. On sait que par exemple des gens en France avaient des liens avec Bachar el-Assad, y compris dans l'extrême droite française, ce qui est paradoxal puisque des gens c'est qui incroyable. Je ne sais pas comment doivent réagir les auditeurs d'Europe 1. Je pense que ces sujets mériteraient d'être traités avec à la fois calme et avec beaucoup de sérieux. Parce que malheureusement, nous nous transformons davantage en pays qui se fragmentent par des polémiques inutiles et ça nous fait oublier des sujets vraiment graves et essentiels. Il y a aujourd'hui une réalité. Le Hezbollah est une organisation dangereuse qui est très affaiblie depuis la guerre de l'automne dernier. En revanche, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est un enjeu important pour les Iraniens, c'est la reconstruction du Hezbollah, la reconstruction financière et militaire.
Tout l'enjeu repose sur ces deux aspects. Et ça c'est, je dirais, compliqué pour eux, notamment depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Sauf que le Hezbollah peut compter sur de nouveaux soutiens, parfois inattendus, parfois membres de l'OTAN, comme la Turquie, qui est en train de jouer un rôle très malsain. Surtout la Turquie, j'ai envie de dire. Surtout la Turquie, oui, vous avez raison. D'Erdogan, qui est en train de jouer un rôle très malsain, tout en étant à la fois un peu allié avec la Russie, un peu allié avec les États-Unis de Trump, un peu allié avec... cette image, et donc, ces manœuvres, on parlait du régime algérien, de son caractère retors. C'est presque des enfants de cœur devant Erdogan et son régime, là aussi, qui jouent dans une autre dimension, beaucoup plus vaste. Et le Hezbollah est devenu, comme je vous le disais, un enjeu central parce que beaucoup de régimes, le Qatar et la Turquie qui forment aujourd'hui un axe pour essayer de contrôler une partie de la Syrie, ont tout intérêt à ce que le Hezbollah continue de vivre. On parlait de l'Algérie, par exemple, je raconte une anecdote, comment un ambassadeur algérien avait essayé d'aider le Hezbollah à récupérer des finances données par l'Iran, ce qui a provoqué des remontrances de la part de l'administration américaine après que la CIA ait découvert ça. Donc ce sont des éléments que j'ai pu recueillir, assez précieux. Non, c'est passionnant. Je voudrais qu'on revienne peut-être à la France. Effectivement, vous montrez que le Hezbollah est partout dans ce contexte. Je voudrais aussi avoir votre sentiment et vous faire réagir, Raphaël Steinville, Olivier d'Artigol, au propos d'Emmanuel Macron, tenu sur la reconnaissance d'un État palestinien à partir du mois de juin. Quel est l'intérêt? Alors Emmanuel Macron, bon évidemment ça fait un peu réagir, du coup il a dû arrondir les angles. Voilà, il y a eu un rétropédalage. Oui, un rétropédalage, bien sûr. Mais quelle était la nécessité pour Emmanuel Macron de proposer la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui pour jeter de l'huile sur le feu, alors que le Hamas est encore au pouvoir? Olivier d'Artigol. Il y a un moment politique. Bon, il revenait d'un déplacement où, bien évidemment, la situation à Gaza pour la population civile est catastrophique. Situation sur le plan humanitaire, bien catastrophique. Il y a l'offensive de la nouvelle administration aux États-Unis, l'offensive Trump, évoquant l'avenir de Gaza en demandant la propriété pour en faire une Riviera Côte d'Azur, avec Netanyahou qui, dernièrement encore dans le bureau ovale, semble acquiescer. Il y a quelque chose là qui me paraît effroyable quand on voit la réalité aujourd'hui des populations à Gaza. Il y a donc la volonté peut-être pour le président français de soutenir le plan arabe de reconstruction de Gaza, donc de porter une alternative au projet trumpiste, en réaffirmant une position française historique qui est la reconnaissance des deux États, permettant la sécurité et la paix pour Israël et pour les Palestiniens. Mais bien évidemment, dans la situation actuelle, cela ne peut pas passer par le Hamas. Encore faudrait-il faire la démonstration que le Hamas peut être vaincu sur le plan militaire. Mais alors pourquoi Emmanuel Macron fait ce type de sortie? Mais il fait de la politique. Mais il a raison d'en faire. Et pour le coup, il y a 150 États qui déjà reconnaissent Israël. Il conditionne aussi à ce que des pays arabes reconnaissent Israël. Ça n'a pas été évoqué. Je termine juste. Olivier, admettez, parce que vous allez être très long et qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de votre explication pour comprendre ce que vous voulez dire. Quand vous dites ça, Raphaël Steinville. Mais non, mais parce que on a très bien compris. Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'il consent à admettre qu'il y a une nécessité, et je ne dis pas, et personne d'ailleurs autour de cette table ne dit pas qu'il y a une nécessité à un horizon plus ou moins lointain de reconnaître l'existence d'un État palestinien. Tout le monde voudrait pouvoir qu'il y ait une solution à des États qui puissent exister dans cette... mais pourquoi fait-il ça? Olivier d'Artigol, finissez. Olivier d'Artigol. Non, j'écoute attentivement parce qu'on va me donner la solution. Mais Olivier d'Artigol, vous l'avez finir. Finissez. Mais on a très bien compris ce qu'Olivier voulait dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron aujourd'hui, au-delà de faire un buzz sur le terrain international, il veut satisfaire un certain nombre de populations en France qui veulent et qui attendent, qui espèrent que la France bouge. Non mais la vérité c'est que si personne ne le dit, on peut dire plein de choses sur Emmanuel Macron. On a compris ce que vous voulez dire. Est-ce que la question d'une solution à deux États pourra nous amener à discuter des conditions
de l'État de Palestine. Alors il y a des résolutions de l'ONU, il y a un droit international, sans systématiquement qu'on nous réponde oui, mais ça n'est pas le moment. Et j'aimerais bien avoir votre regard. Si je peux me permettre, il y a aussi une dimension assez importante sur le plan géopolitique, c'est que le président de la République, d'une certaine façon, est obligé de dire quelque chose qui crée aussi un débat pour faire contrepoids avec l'offensive de Trump qui est surréaliste de ce point de vue-là. Il est obligé de dire quelque chose dès lors qu'il va à Gaza, en Égypte, et vous comprendrez qu'il était pas obligé de le faire. En plus, il veut peser à la veille de la rencontre qui va justement avoir lieu en Arabie Saoudite, parce que sa voix est écoutée au sein de ce gotha de dirigeants arabes qui sont plutôt dans une dynamique plutôt favorable à la reconnaissance d'Israël, etc. Mais toujours est-il que je pense profondément que le moment n'est pas du tout opportun pour une reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui, pour une raison d'abord éthique, morale et politique, c'est qu'une séquence qui a commencé avec un acte terroriste le 7 octobre 2023 ne peut pas se terminer avec une reconnaissance de l'État de Palestine. Ce serait une prime au terrorisme. 2, il faut aussi se dire les choses clairement. En l'état actuel des choses de l'autorité palestinienne, il ne serait pas admissible qu'il y ait une reconnaissance de l'État de Palestine. Il faut une exigence. La première exigence, c'est que l'autorité palestinienne soit réformée, que sa direction soit renouvelée, voire rajeunie de préférence, et qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Pourquoi ? Parce que qui dit reconnaissance mutuelle de la part des Palestiniens et d'un certain nombre d'États arabes, notamment de la région, voudra dire qu'il n'y aura plus le sujet de la destruction de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, on pourra avancer sérieusement sur des bases sérieuses pour construire une éventuelle paix demain. Mais aujourd'hui, encore une fois, dans le contexte actuel où le Hamas n'est pas encore vaincu politiquement et militairement. C'est impossible, Si c'est possible. On ne pourra pas lutter contre le Hamas sur le plan idéologique. L'idée que porte le Hamas va perdurer. En l'occurrence, cette croyance dans l'idéologie islamiste et dans le projet islamiste. En revanche, il est possible de casser le Hamas militairement et de le vaincre militairement. Il est possible de le vaincre politiquement. Le Hamas, ce sont 3 étages. Il y a un étage qu'on ne peut pas vaincre, c'est l'idéologie. Les 2 autres étages, la politique et l'armement, ça c'est possible. Destruction des tunnels, il y a aussi autre chose. Là, je pense que c'est ce qui a créé un effroi et d'une certaine façon une émotion légitime. C'est qu'au moment où l'on parle, il y a une 50aine d'otages, pour certains morts, d'autres encore en vie, qui sont encore entre les mains du Hamas. Donc ces sujets-là, serait-ce par décence, ne pourrait être évoqué qu'une fois tous les otages rentrés en Israël. C'est vrai, une fois que tous les cadavres des otages... Il passe à la trappe les 60 otages qui restent. Mohamed Sifawi a absolument raison. On évoque ces sujets avec une sorte de légèreté parfois, en étant dans les concepts, en étant dans les propos politiques, idéologiques, alors même qu'une 50aine d'otages sont encore sur le terrain, prisonniers du Hamas. C'est insupportable. Mais est-ce qu'il y a une issue militaire ? Je pose la question. On peut détruire le Hamas militairement, je vais vous répondre. C'est encore une fois le jour où on apprendra à commenter la géopolitique et l'actualité internationale, surtout sur des affaires aussi dramatiques, en mettant un peu de côté l'émotion. Ça veut dire que l'émotion est légitime. Moi aussi, je suis effrayé, effaré quand je vois des enfants ou des civils morts. Mais je ne peux pas, en tant que commentateur, me laisser submerger par l'émotion pour commenter cette chose. C'est une matière qui nécessite une froideur totale et qui nécessite une prise de distance par rapport à des faits effroyables qui sont en train d'être, qui sont en train d'être présentés à juste titre par les médias au quotidien. Parce que il y a une guerre. Il se trouve que beaucoup de personnes découvrent les affres de la guerre. Et pour avoir été longtemps journaliste de terrain et sur des terrains de guerre, je sais ce que veut dire une guerre. Et ayant moi-même vécu dans un pays en guerre civile, je sais ce qu'est la guerre. Mais malheureusement, parfois, il faut
savoir faire fi et dépasser pour construire un véritable avenir sur des bases solides, non pas pour faire l'instant, des le tempo déclarations n'est pas le bon. faire des Le déclarations. tempo n'est pas le bon, c'est sûr. Le tempo n'est pas le bon. Merci beaucoup. Mohamed Messifa, oui, votre livre Hezbollah de Beyrouth à Paris, la ministre prépare son retour. On vous le conseille vivement. C'est bourré d'informations et d'explications. Ça sort mercredi aux éditions du Rocher. Merci d'être venu Merci à vous dans le studio d'Europe.